Aujourd'hui, je voulais vous parler, il est là, de ce livre que je trouve absolument magnifique. Bon, ça s'appelle Les Perles d'Indra, Indra's Pearls, The Vision of Felix Klein. Voilà, c'est de David Mumford, Caroline Series et David Wright. Il m'a été offert par mon co-auteur Frédéric Chapoton, que je remercie vivement, j'en profite, m'a fait découvrir ce livre. Bon, ça fait longtemps qu'il était dans le placard, que je disais, il faudrait que je le lise un jour. Et puis là, l'occasion est venue, j'ai regardé ça et j'ai eu envie de le partager parce que il est... Alors, c'est qui Indra d'abord? Indra, c'est un dieu des dieux qui trône dans la religion hindoue, ensuite qui a été repris dans la religion bouddhiste, dans le Tao, etc. Donc il a un collier qui est fait de perles, et de perles qui se reflètent les unes dans les autres, chacune, jusqu'à l'infini. Alors évidemment, c'est une belle métaphore qui a été reprise dans pas mal de religions orientales. Bien sûr, c'est l'univers, c'est l'unité des choses dans l'univers, mais en même temps, le dilemme du côté incommensurable de l'univers. Et aussi l'interconnectivité, je dis ça, entre les choses. C'est le coin des métaphores, le coin des poètes. Et déjà, c'est beau que ce livre parte de là, vous voyez, de ce monde-là, et d'essayer dans notre monde, qui est notre monde actuel, qui est un monde de l'image, d'essayer de le mettre en image, en passant par Felix Klein, qui n'avait pas, lui, les moyens de mettre en image, il n'avait pas la programmation, il n'avait pas les moyens de faire des dessins comme ça. Et il va essayer de... le livre, c'est un projet ambitieux de mettre en image le collier d'Indra. Alors vous en doutez, hein, c'est un beau livre, c'est un beau livre de vacances que je vous conseille de vous procurer. Moi je vais vous en parler, je vais vous montrer une petite partie du collier, quoi, hein. Mais d'abord, c'est un beau livre parce que d'abord il part de quelque chose de, de métaphysique, et puis après on se retrouve vraiment à faire des maths, et au niveau maths, on a des images très belles, on a des théorèmes aussi. Au niveau des théorèmes, il est vraiment sérieux, il va au bout de ses preuves. Le livre nous apporte aussi des recettes de cuisine, des petites recettes de cuisine mathématiques évidemment, hein. Donc comme par exemple quand on a une homographie et qu'on veut regarder le rayon du cercle image d'un certain cercle, comment calculer ce rayon, parce qu'on en a besoin pour construire ces trucs-là. Évidemment, tout est fait à coup d'homographie, hein. Et il y a plus que ça. Après, il y a de la programmation, comment on programme les images. Donc c'est en plus un livre qui nous tient par la main et qui nous donne des clés, qui nous permet de faire nous-mêmes notre propre programmation. Hein, c'est pas comme si on regardait le Taj Mahal et puis qu'on dit ah ouais c'est beau. Non, c'est très actuel dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'il met vraiment le lecteur au cœur du truc, quoi. C'est-à-dire que vous faites votre programmation, créez votre propre collier, customisez votre collier de perles, et c'est un peu ça. Et du coup, moi je l'ai fait, bon, sans programmer parce que je programme pas, mais mais je l'ai fait aussi. J'ai trouvé mes petits paramètres aussi perso que je vais essayer de vous montrer. Mais après, je vous montrerai ce qu'on peut faire avec le livre. C'est magnifique, quoi. Et donc, en créant notre propre collier, ben, on fait un petit peu partie de cet univers. C'est très années 80 finalement. C'est un truc qui a été pensé dans les années 80 et qui a été longuement peaufiné. Donc là, je crois que cette édition a une quinzaine d'années.
Alors oui, c'est aussi un livre d'histoire des maths, parce qu'on va parler d'Apollonius, hein, donc c'était avant Jésus-Christ, hein, deuxième siècle avant Jésus-Christ, et on va jusqu'à des mathématiciens actuels comme Thurston, Mandelbrot, la dimension fractale, parce on va créer des fractales en fait, hein, vous avez peut-être compris, mais ce collier de perles va engendrer des objets fractals qu'on va pouvoir construire, et en passant par des mathématiciens beaucoup plus connus, comme Cayley, le Cayley de Cayley-Hamilton, évidemment Gauss, parce que de toute façon, quand on va d'Apollonius à Thurston et Mandelbrot, il faut quand même prêter sa petite allégeance à Gauss en passant. Alors les auteurs, David Mumford, il est pratiquement plus à présenter, il est médaille Field, c'est quelqu'un c'est quelqu'un d'extraordinaire. Lisez son Wikipédia, vous allez voir, en plus, bon, il a eu plein de prix, et puis c'est un homme de conviction, etc. Euh, voilà, bon, quelqu'un que je salue. Bon, à mon avis, il a dû diriger un petit peu l'équipe, mais il ne s'est pas autant investi que les deux autres. On sent que Caroline Series et David Wright, ça a été quand même pas mal leur bébé. Et, euh, et ça a leurs pattes aussi, hein, c'est normal. Moi, ce que j'aime bien dans ce livre, c'est son côté ambitieux, c'est un livre total. Hein, vous avez vu, bon, ça part d'une idée de l'univers, et puis ça va jusqu'à la programmation, la mise en image, la customisation, des théorèmes, des beaux théorèmes en passant, de l'histoire des maths. Ça parle de tout, c'est ces beaux livres. C'est le travail d'une vie, hein, on sent ce truc-là. Et cette intention de faire des maths totales, c'est vraiment une espèce d'intention globalisante, de tout mettre dans tout. Et c'est le sujet même de la chose, c'est-à-dire ce collier d'Indra, c'est l'univers dans une coquille de noix, en quelque sorte. Et donc il y a cette mise en abîme qui fait que c'est comme Cthulhu, quoi, on n'en sort pas. Voilà, je vais essayer d'en parler en une petite heure, et puis en vous montrant quelques images, quelques petits trucs auxquels j'ai pensé en lisant, et puis bien sûr, j'espère que ça vous invitera à ouvrir ce livre et à rentrer dans cette mise en abîme du collier d'Indra. Alors, on va voir d'abord les prérequis. Vous allez voir, il n'y en a pas beaucoup, parce qu'on va travailler dans le plan complexe. Mais c'est quand même bien d'ajouter l'infini. L'infini est un personnage important de l'histoire, parce qu'il va nous permettre de comprendre les cercles ou droites, la notion de cercle ou droite. D'accord ? Voilà, l'ensemble des cercles ou droites de C va être noté comme ceci par un C calligraphique. Si vous voulez voir ces unions infinies, sans aller très loin, vous regardez juste une petite sphère et vous mettez l'infini ici en N, comme si c'était le pôle Nord. Et là, les droites, en fait, de C, en fait, vous avez la projection stéréographique qui vous, en partant de N, qui vous aplatit la sphère, vous connaissez ça, et donc qui envoie N, le pôle Nord, en l'infini. Donc on peut voir ce pôle Nord en l'infini, et quand on va prendre la projection stéréographique, tous les cercles, alors ce que j'appelle les cercles d'une sphère, en fait vous pouvez les voir juste, c'est l'intersection d'un plan qui coupe la sphère avec la sphère. D'accord ? Et donc ça va être des cercles d'une sphère, et bien finalement, il n'y a pas tellement de différence entre un cercle qui va devenir une droite et un cercle qui lui va devenir un cercle, une fois qu'on l'aura projeté de façon stéréographique. Et vous voyez qu'une droite, c'est comme ceci, d'accord ? C'est juste un cercle, voilà une droite, et voilà une autre droite, d'accord ? Donc ça, c'est deux droites séquentes. En fait, elles se coupent en deux points, parce qu'elles se coupent en un point, ça c'est celui qu'on voit dans C, mais elles se coupent aussi en l'infini, puisque une droite, finalement, ça va être un cercle qui passe par l'infini.
Donc ça, c'est... Et voilà deux droites qui sont tangentes. Vous voyez, vous avez pris un cercle, vous avez découpé votre sphère en passant par le pôle nord, et puis vous le découpez de sorte à être tangent. Et donc ça, dans C, ça va être deux droites parallèles. Deux droites parallèles, c'est deux droites qui sont... De toute façon, toutes les droites se coupent à l'infini, mais deux droites parallèles, c'est deux droites qui, quand elles vont se couper à l'infini, ça va être tangent, comme ceci. Voilà. Donc, et encore ça, on n'en a même pas besoin, c'est juste pour avoir une vision intérieure du truc, parce que très souvent en géométrie, hein, c'est les groupes de transformation, hein, et on va envoyer des points à l'infini, ça nous permet de bien comprendre les choses, parce qu'on se ramène à des droites, et on se ramène à des droites parallèles, et là, on comprend bien mieux les choses. Alors maintenant, pour les transformations, ça va être le groupe des homographies. Hein, donc une homographie, c'est une application de C. Dans C, c'est une application rationnelle de degré 1, AZ plus B sur CZ plus D, avec ABCD dans complexe, hein, dans C, mais qu'on peut prolonger comme sur C union l'infini, qu'on notera souvent C chapeau, ça veut dire que bon, on lui a rajouté l'infini, d'accord? Donc ça, c'est la sphère, hein, vous voyez comme la sphère. Alors ici, par exemple, vous le prolongez, moins D sur C, eh ben, va aller vers l'infini. Alors ce qu'on veut, c'est que AD moins BC soit différent de 0, d'accord? Et en fait, c'est ça qui va assurer que l'homographie va induire une bijection de ces chapeaux dans ces chapeaux. Alors ce qui est intéressant, c'est de regarder les homographies de façon matricielle, celle-ci A, B, C, D, parce que quand on va composer deux homographies, eh ben, ce sera juste la représentation, ce sera juste la multiplication des deux matrices. Sauf qu'il faut faire attention par rapport à la représentation matricielle des endomorphismes, c'est que la représentation matricielle des endomorphismes, elle est fidèle, mais là, c'est pas fidèle. C'est-à-dire que quand vous regardez lambda, donc la diagonale, donc cette matrice scalaire, va correspondre à lambda z sur lambda, donc z donne z, donc c'est l'identité. Donc il faut juste faire attention que quand on regarde ces matrices, c'est une façon de regarder les homographies, mais il faut regarder pour cela les matrices modulo les homothéties. Voilà, alors on a donc H qui va agir sur C. Donc ça veut dire que une homographie va envoyer un cercle. Alors ce qu'on appellera un cercle, quand je dirai maintenant cercle, ce sera toujours cercle ou droite, hein, a priori. Donc une homographie envoie toujours un cercle sur un cercle. C'est-à-dire que 4 points cocycliques ou alignés vont être envoyés par une homographie sur 4 points cocycliques ou alignés. Voilà, alors ça se démontre avec le fameux théorème des arcs capables qui, avec le calcul complexe, nous donne la notion de birapport et le fait que H préserve le birapport. Voilà. Bon, j'irai pas plus loin, j'ai fait déjà pas mal de vidéos sur les homographies là-dessus, mais bon, on va même pas vraiment s'en servir. Le tout, c'est de savoir que H agit sur C. Ça peut aider à nous éclairer. Alors maintenant, on va commencer tout de suite hein, par qu'est-ce que c'est que ces perles d'Indra? Ben, on va avoir plusieurs niveaux de perles en fonction du niveau de reflet. Et là, on va commencer par regarder les perles au niveau 1, puis au niveau 2, etc. Et puis ensuite, on va se laisser guider. Hein. Bon, je ne vais pas trop spoiler. Alors, regardez, on part de 4 cercles que j'appelle C indice petit a, C indice petit b, C indice grand A, C indice grand B. Ce qui est important, c'est qu'il faut qu'ils soient complètement disjoints, et c'est mieux qu'ils ne se contiennent pas l'un et l'autre. Donc il faut que les disques correspondants, d'accord, voilà les disques ici, l'intérieur des cercles, et ben, que les disques soient disjoints. Maintenant, on veut deux homographies, petit a et petit b, telles que petit a envoie C grand A sur C petit a et petit b envoie C grand B sur C petit b. C'est pas tout. Il faut que petit a
envoie l'intérieur de C grand A sur l'extérieur de C petit a. Et inversement. De toute façon, ça peut se faire avec un petit peu de topologie, hein, parce que quand vous allez regarder C grand A, il est envoyé sur C petit a, d'accord, par petit a. Eh bien, maintenant, vous l'enlevez. Comme une homographie, ça fournit une bijection de ces chapeaux dans ces chapeaux, ben, forcément, vous allez avoir les deux parties qui restent quand vous avez enlevé le cercle, mais les deux parties sont deux composantes connexes. Donc, comme H est continu, il va envoyer une composante connexe sur une composante connexe et la deuxième composante connexe sur une composante connexe. Donc, en fait, une homographie qui envoie un cercle sur un autre cercle va envoyer soit l'intérieur du cercle vers l'extérieur, et dans ce cas-là, l'extérieur vers l'intérieur, soit l'inverse, l'intérieur vers l'intérieur, l'extérieur vers l'extérieur. Voilà. Et donc, il n'y a que deux possibilités. Et ce qu'on veut, bah, c'est juste que l'intérieur de CA soit envoyé sur l'extérieur de ces petites. Et pareil pour B. Donc, ce qui va faire maintenant, on peut regarder. Alors, ça, c'est amusant, dans le livre, on ne va pas utiliser les A puissance moins 1 pour des raisons purement visuelles. Ça pique moins aux yeux. On l'appellera grand A et grand B. Et ça va correspondre ici à ces grands A. Ça va retourner la situation. C'est-à-dire que si vous regardez, bah, grand A va envoyer C petit a vers C grand A. Et grand B va envoyer C petit b vers C grand B. Et évidemment, l'intérieur de C petit b vers l'extérieur de C grand B et inversement. Voilà, donc c'est ça qu'on veut. Pour l'instant, on ne montre pas que ça existe, qu'on peut le faire. On fera des petits calculs après pour montrer que ce genre de situation peut exister. Mais on va regarder pour l'instant qu'est-ce qui se passe quand on a cette situation. Si on a juste petit a, entre petit a et grand A, voyez, on peut faire une partie de ping-pong, voyez, entre les deux. Bon, on s'envoie. Bon. Mais ce n'est pas une partie de ping-pong très rigolote. Mais par contre, quand on va rajouter petit b, là, on va faire une partie de ping-pong à 4. D'accord? Entre petit a, grand A, petit b, grand B. Donc, donc, il va y avoir une combinatoire plus intéressante. Hein, et c'est cette combinatoire qui va nous transporter dans un univers assez grand. Alors, regardez, ce que j'appelle les perles au niveau 1, bah, ça va être tout simplement DA, c'est-à-dire DA c'est le disque, hein, ici, à l'intérieur, DB, d'accord, il est là, c'est le disque, on peut prendre le disque fermé, hein, D grand A, là, D grand B. Voilà, ça va être les perles au niveau 1. Maintenant, au niveau 2. Alors, maintenant, regardez. On dit que l'extérieur de CA va à l'intérieur de ces petits a. Vous voyez? C'est toujours l'idée de l'univers dans une coquille de noix. Mais on ne va pas s'intéresser à petit a de D grand A. Parce que ça, c'est l'extérieur de CA. Alors, regardez. Donc, ces trois disques-là sont à l'extérieur de C grand A. Comme ils sont à l'extérieur de C grand A, ils vont aller forcément par petit a vers l'intérieur de ces petits a. Là, on a intérieur vers extérieur, mais on aurait extérieur vers intérieur. Donc, on va regarder les perles au niveau 2, dans le sens qu'on va regarder petit a de dB. Donc, dB, c'est lui. Il est à l'extérieur de CA. Donc, il va s'envoyer par petit a dans ces petits a, mais dans l'intérieur. D'accord? Donc, ici, vous allez avoir A de dB. Et lui, par définition, je vais l'appeler, je vais le noter, D indice AB. Donc, si vous voulez, D indice AB, il va être là. Ensuite, CA lui-même, DA lui-même est à l'extérieur de CA. Donc, il va s'envoyer
dedans. Et donc ici, on va avoir DAA, c'est-à-dire A de DA que je vais appeler DA. Bon, maintenant, pareil pour DB, qui va être ici. Donc DB va s'envoyer par A sur A de DB, que je vais noter D indice AB. Et voilà, D indice AB. Et forcément, comme les disques ne se coupent pas ici, là ils ne vont pas se couper. Maintenant, on pourrait se demander pourquoi je les ai mis dans cet ordre-là. J'aurais pu les mettre dans un autre ordre. Ça, on en discutera plus tard. Ça, on verra le truc un petit peu plus tard. Mais voilà ce que je vais appeler les perles ici, donc c'est l'intérieur ici, au niveau 2. D'accord ? Au niveau 2, d'accord, on voit la longueur. Alors, maintenant, attention, D indice A grand A, dans notre... il n'existe pas. Bon, bien sûr, on pourrait le définir, mais il ne va pas être dans notre système de perles, parce que si on devait lui donner un sens, ce serait petit a de D grand A, et petit a de D grand A, c'est l'extérieur. Alors l'extérieur, on ne va pas le regarder, hein, on va s'intéresser qu'au collier, hein, à ce qui est à l'intérieur. Voilà, donc on commence, vous voyez, à construire notre collier. Alors bien sûr, hein, de la même manière, hein, vous allez définir D, indice par exemple grand B, A. Alors comme exercice, hein, vous pouvez regarder, qu'est-ce que c'est que D, indice BA? D'accord, c'est B, forcément, de D de A. Donc, il est où? D de A est là. B, grand B, il va à l'intérieur. Donc, lui, il est bien à l'extérieur de lui. Donc, quand on va passer par grand B, on va se retrouver à l'intérieur de lui. Et on va se retrouver ici, là, ici. D'accord. Alors maintenant, on pourrait se retrouver ailleurs, hein, mais on va se retrouver à l'intérieur. Voilà, D grand B, petit a. Et de la même manière, D grand A, petit a n'existe pas, D grand B, petit b n'existe pas. Donc, il ne faut pas mettre à côté des gens qui se correspondent, hein, qui sont inverses l'un de l'autre. Voilà. On va mettre ça en forme. Alors maintenant, on va mettre en forme, hein, ce qu'on a vu sur des petits exemples. D'abord, on définit par récurrence D de x1, x2 jusqu'à xn, ce qui va être notre perle au niveau n, d'accord, comme étant x1 de D de x2 jusqu'à xn. Les xi, c'est petit a, grand A, petit b, grand B. Hein, d'accord, ça peut être tout ça. Sauf que il faut que x indice k plus 1 soit différent de x indice k moins 1. C'est ce qu'on a vu sur les exemples tout à l'heure. En revanche, on peut avoir x indice k plus 1 égale x indice k. Tout à l'heure, on avait d indice AA. Ça, c'est possible. Mais par contre, on n'avait pas d indice petit a grand A. Voilà. Ça, c'était intéressant. Alors, je n'ai pas expliqué tout à l'heure pourquoi c'était bien des disques. C'est-à-dire que, regardez, vous avez ici petit b, on va regarder l'image par A de ce cercle, là vous avez grand A. Étant donné que lui est à l'extérieur de lui, lui va aller à l'intérieur. D'accord? Mais de lui, petit a. Mais maintenant on peut se demander si l'intérieur, ici, va aller vers l'intérieur ou l'inverse. Est-ce que l'intérieur va aller à l'extérieur de ça? Mais regardez par l'absurde, si l'intérieur de ça allait vers l'extérieur de lui, ça voudrait dire que l'extérieur de lui irait vers l'intérieur. Mais comme lui, grand A, il est à l'extérieur, il irait vers l'intérieur. Or non, on a supposé dans les hypothèses que
lui, aller vers l'extérieur. Donc, c'est pas possible. Ça veut dire que l'image ici du disque, c'est bien le disque. Voilà. Et donc, en fait, ce qu'on définit ici par récurrence, avec, bien sûr, toujours cette condition qui est absolument fondamentale, ce sont bien des disques, hein, qu'on va considérer comme des perles d'Inna. Voilà. Alors maintenant, regardons ce qui se passe au niveau des inclusions. On va voir que chaque mot va correspondre à une adresse. D'accord? Regardez, D indice X, il contient, d'accord, ici, X de D de Y. Si bien sûr on a Y différent de X-1. Hein, c'est ça qu'on a vu tout à l'heure. Mais si je vais utiliser maintenant ma récurrence, à partir du moment où j'ai ça, j'ai que dy qui contient, évidemment, hein, strictement, hein, tout ça c'est des inclusions strictes, puisque lui est inclus strictement dans l'extérieur de grand A, hein, évidemment. Donc là, ça va être, et que c'est l'extérieur de grand A qui est en bijection avec l'intérieur de petit a. Bon, donc c'est forcément strict. Donc on a aussi dy qui contient strictement y, petit y de dz, si on a la même condition, c'est-à-dire y et z ne sont pas inverses l'un de l'autre. D'accord? Donc maintenant, j'ai dx qui contient strictement x de dy, mais étant donné que dy contient dyz, ça va contenir strictement x de dyz, c'est-à-dire d de x, yz. Voilà. Donc, maintenant, la conclusion. Je vais appeler mot admissible, d'accord, un n-uplet constitué de ces éléments-là, et qui est admissible dans le sens que deux éléments consécutifs ne sont pas inverses l'un de l'autre. Alors, j'ai que dx1 contient strictement dx1, x2, qui contient strictement, etc., jusqu'à contenir strictement dx1 jusqu'à xn. Et ça, regardez, ça veut dire que si je prends deux mots admissibles, donc un n-uplet d'éléments comme ceci, et un m-uplet d'éléments aussi comme ceci, j'appelle, alors les homographies que l'on obtient en multipliant dans cet ordre-là les éléments du mot sont distinctes. Pourquoi ils sont distincts? Donc là maintenant, on est dans H. Parce que si je prends Z, d'accord, qui n'est ni xn-1 ni xn-1, comme il y en a 4, quand j'en enlève 2, il m'en reste, et bien je vois que, à cause de ces inclusions strictes, cet élément-là, qui est x1, xn, appliqué à des z, va être différent de y1, ym, appliqué à des z. D'accord? Par exemple, hein, si xn est différent de ym, forcément xn de dz va être différent de ym de dz, puisqu'il y en a un qui va être dans un disque, à l'intérieur d'un disque, et l'autre qui va être à l'intérieur d'un autre disque, d'après ça. Donc, finalement, ils ne peuvent pas être égaux, puisqu'ils ils ont des adresses, leur adresse se situe dans deux disques qui sont forcément disjoints. Et par récurrence, on montre, d'accord, que ça, c'est différent. Et si c'est différent, c'est forcément que les homographies correspondantes sont différentes. Alors là, ça devient intéressant, d'accord, parce que on va avoir ce qu'on appelle un groupe libre, qu'on va voir avec le graphe de Cayley. Alors là, on voit petit a grand B, donc ça c'est une perle, d'accord, qui représente l'image de grand B par petit a, B, ici c'est l'image de lui là-dedans par petit a, et AA qui est l'image de lui par petit a, voilà. Et là, BA, BB, BA, voilà. On voit commencer à se constituer le collier de perles. Alors on voit ici petit a, petit b, grand A, c'est-à-dire là vraiment lui,
on a un code des couleurs qui fait qu'on arrive à suivre toute l'aventure, hein. Donc lui, bah, c'est lui qui est passé par le bleu et qui va vers le rouge. Donc grand A à droite d'abord, petit b, petit a de droite à gauche. Voilà. Et qui contient aussi tout cela. Donc on voit cette structure fractale par les couleurs. Alors là, il y a un autre code des couleurs, c'est-à-dire que la couleur dépend du niveau dans lequel on est. Et on ne voit pas l'historique, mais on voit le niveau. Et là, il y a un zoom, d'accord? Donc on va zoomer, tac, et là, continuer à y avoir un code des couleurs en fonction du niveau. Et là, on voit vraiment la structure fractale. Alors ça, c'est le graphe de Cayley, du groupe libre à deux générateurs. Vous voyez que là, on part de l'identité, on peut aller vers B, ensuite on peut aller en arrière, vers I, donc là, ce serait ça, mais sinon, on peut multiplier à droite par A, ou par B, ou par grand A. Et puis à partir de là, ben, on arrive à un autre niveau, on peut multiplier à chaque fois par B, par A, ou ici par grand B, mais pas par petit a, évidemment. Et là, on monte dans les niveaux, et d'après ce qu'on a vu, ils sont tous distincts. Tous ces éléments sont différents. Donc là, on était parti sur les hypothèses qu'il existait, voilà, 4 cercles, ou si vous préférez des disques disjoints, avec des homographies, hein, qui permettent de faire cette partie de ping-pong. Maintenant, est-ce que ça existe? Alors, voilà un premier exemple très simple que l'on peut construire, et c'est un exemple basé sur des paramètres réels, S et T, strictement compris entre 0 et 1. C'est très simple. Voilà, c'est petit a ici, c'est grand A, c'est petit b, c'est grand B. Ici, c'est des cercles qui ont pour diamètre, hein, des segments de la droite réelle. D'accord. En abscisse, S et T, moins S et moins T, c'est symétrique. Pour petit b, 1 sur T, 1 sur S. Et pour grand B, moins 1 sur T, moins 1 sur S. Alors maintenant, petit a et petit b. D'abord petit a, bah, A de Z égale S plus T Z moins 2ST sur moins 2Z plus S plus T. Voilà une homographie. J'affirme que ça envoie C grand A sur C petit a. Alors pourquoi? Bah, d'abord, ça envoie S sur moins S. D'accord? Donc S sur moins S, oui, vous vérifiez que quand vous remplacez Z par S, ça fait S2 moins ST. Donc vous pouvez mettre S en facteur et il vous reste S moins T. Et ici, ben vous avez T moins S. Donc vous simplifiez et il reste moins S. De la même manière, par symétrie, ça fait A de T égale moins T. Donc lui va vers lui et lui va vers lui. Maintenant, attention, comme S et T sont réels, ben A est réel, donc commute avec bar, c'est-à-dire que quand on met un bar là, c'est comme si on met un bar global, parce que les coefficients sont réels. Donc, quand on va regarder A de CA bar, eh ben, c'est A de CA bar, ça commute avec bar, mais CA bar, bar, hein, d'accord, c'est le bar complexe, hein, C grand A bar, bah, ça c'est CA, puisque le diamètre de CA étant sur la droite réelle, CA est symétrique par rapport à la droite réelle, donc ça fait A de CA. D'accord? Mais A de CA, ça veut dire que A de CA est lui-même symétrique. Donc son diamètre, il est sur la droite réelle. Donc à partir de ce moment-là, ça c'est un diamètre, et donc à partir du moment où on a 2 points du diamètre, on a le cercle qui est uniquement déterminé. Donc finalement, ça veut dire que, comme on sait que l'image d'un cercle est un cercle, attention, hein, l'image de C grand A par petit a, c'est bien CA. Donc déjà, c'est un bon premier point. Bon, maintenant, petit b. Petit b, ben, en fait, vous voyez ce qu'on a fait, on a remplacé S par moins 1 sur S et T par moins 1 sur T pour passer de grand A à grand B. Et ben, donc ça veut dire qu'on va conjuguer petit b, hein, par iota.
iota de z égale moins 1 sur z. Donc ça va exactement avoir pour effet d'envoyer lui sur lui. Alors c'est toujours le même petit miracle. Quand il y a translation au niveau de la géométrie, eh ben, il y a conjugaison au niveau des transformations. C'est-à-dire que on a CB égale iota de CA. Vous vérifiez que B défini comme ça va vérifier B de C grand B est égal à C petit b. Vérifiez-le en exercice. Ça vaut toujours le coup de vérifier ce petit miracle de la conjugaison. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a que ce cercle va vers ce cercle et que ce cercle va vers ce cercle. Bon, tout va bien. Maintenant, l'intérieur, il doit aller vers l'extérieur de lui. Alors, ben oui, de toute façon, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, je le répète. Si on regarde C, ou C chapeau si vous préférez, il est constitué du cercle, C grand A, de l'intérieur ouvert, du disque ouvert intérieur, de l'extérieur ouvert, d'accord? Et pareil pour petit a. Maintenant, comme petit a ici envoie lui sur lui, quand on efface lui, il reste une bijection entre ça et ça. Et comme c'est continu, eh ben ça va envoyer composante connexe sur composante connexe. Donc soit, ça c'est les deux composantes connexes, puisqu'on a enlevé le cercle, il nous reste deux composantes connexes. Donc ça va envoyer une composante connexe forcément sur une composante connexe, et l'autre sur celle qui reste. Et bien oui, donc il y a deux possibilités. D'accord ? Il y a deux possibilités d'échange des composantes connexes. Donc maintenant, pour voir quelle possibilité on a, il suffit de regarder l'image d'un point. Et maintenant, l'image d'un point, je vais prendre S plus T sur 2. Regardez, S plus T sur 2, il est au dénominateur. Donc il va envoyer S plus T sur 2 vers l'infini. Ce qui veut dire que l'intérieur de grand A va être envoyé vers l'extérieur de C petit a. Voilà. Et donc, finalement, ça va être pareil pour B, c'est même pas la peine de vérifier puisque c'est conjugué, donc il va y avoir le même phénomène, et là c'est terminé, la partie de ping-pong peut commencer, cette petite partie de ping-pong à 4. On a toutes les hypothèses pour que A et B engendrent un groupe libre, qu'on va appeler le groupe de Schottky. On retourne sur nos 4 disques disjoints. Il y a un code des couleurs qui nous permet de comprendre les transformations qui ont amené un disque vers un autre. Par exemple, ici, ce jaune-là, ça veut dire qu'il est arrivé de grand B, puis ensuite il est passé par petit a, et ensuite il est passé par petit b. Donc, selon les lois de transformation, on l'appelle petit b, petit a, grand B. C'est ce disque jaune. Pareil, ce tout petit disque, c'est BBB. Là, on ne risque pas de se tromper dans le sens. Alors après, vous pouvez vous exercer sur les autres, mais ce n'est pas difficile. Maintenant, voici un autre code de couleur. Là, le orange veut dire qu'on est au niveau 1. Le orangé un peu jaune, c'est le niveau 2. Ensuite, un peu plus jaune, niveau 3. Et ensuite, on a des plus jaunes, niveau 4. Après, il y a du niveau 5. Alors, les niveaux, c'est dans le graphe de Cayley. Vous voyez, le niveau 1, le niveau 2, le niveau 3, et vous pouvez imaginer le reste. Alors, maintenant, on revient sur les 4 disques de départ. Et on se rappelle qu'on voulait créer un collier de perles. Alors là, regardez, entre là et là, le collier de perles, il n'est pas connecté. Bon, c'est normal, puisque ces deux disques ne sont pas connectés. Mais entre là et là non plus, ce n'est pas connecté. Mais on se dit, ben oui, mais ça c'est normal. C'est encore à cause de l'interconnectivité de l'univers. Puisque ces trois-là ne sont pas connectés, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas tangents, ils ne se touchent pas, forcément, ces trois-là, qui sont les images par petit b de ces trois-là, ne vont pas l'être non plus, ne vont pas être tangents. En revanche, on comprend que si
on prend les 4 disques tangents, d'accord? C'est-à-dire lui tangent à lui, qui est tangent à lui, qui est tangent à lui, donc ils sont tangents de façon cyclique, alors ça va marcher. Et on va avoir une connexion, d'accord? Alors, Eureka, et on se lance, et maintenant, on va attaquer un joli système connecté. Alors voilà, notre joli système connecté, vous avez vu comme c'est beau? Ils sont connectés, et donc ça, forcément, c'est connecté, et ça, c'est connecté, et ça, c'est connecté, et tout. Donc, on se dit qu'on a gagné. Eh bien, non, malheureusement, c'est pas gagné. Regardons ce qui se passe. Là, on a tout bien fait. Hein. On a pris un disque, tangent R à celui-ci, tangent Q à celui-là, tangent P à celui-là, et là, tangent S au premier. Maintenant, quel est le problème? Puisqu'on les a pris tangents, par exemple, ces trois-là sont tangents, et on va regarder l'image par petit a, on va tomber sur ces trois-là. 1, 2, celui-ci il est tout petit, et 3. Ils sont effectivement, comme prévu, bien tangents, comme on voulait. Regardez ici, comme ils sont ces trois-là tangents, l'image par petit a va donner 3 disques tangents. Donc pour l'instant, c'est parfait. Maintenant, ils sont même tangents ici. Alors regardez par exemple, ce Q-là va s'envoyer sur la tangence ici, ce P-là va s'envoyer sur la tangence ici. Maintenant, R. R, il va s'envoyer, forcément comme il est sur le cercle rouge, il va aller par petit a ici, il va s'envoyer quelque part là, d'accord? Et il va s'envoyer donc sur le cercle. Donc ici, il va s'envoyer sur un point du cercle. Mais rien ne garantit que l'image de R soit le point de tangence ici, qu'on a appelé grand Q. D'accord? Alors, vous voyez donc que localement, quand on regarde à l'intérieur de petit a, on a des cercles tangents, mais on n'arrive pas encore à connecter notre collier de perles quand on passe d'un disque à l'autre. Et pour cela, il faudrait que ce cercle-là vienne rejoindre ce cercle-là. C'est-à-dire, ce sera assuré si tous les points de tangence sont envoyés, par exemple, si petit a de R est envoyé sur Q. Et par exemple, petit b de Q, de la même manière, doit être envoyé sur P. Comme ça, grand B de P est envoyé sur Q, puisque c'est son inverse, et ça va faire que ce disque-là, qui est l'image, d'accord, par grand B de CA, eh bien, va se retrouver tangent en Q, parce que ce point-là, de ce cercle-là, c'est exactement l'image de lui. Voilà. Alors, maintenant, on a compris, qu'est-ce qu'il nous faut? Il faut que petit a de R soit égal à Q, petit b de Q soit égal à P, et de même, petit a de S doit être égal à P, et petit b de R doit être égal à S. Et là, on se dit que tout va bien marcher. Donc, voilà qui va rajouter des hypothèses. Je répète ce qui a été dit tout à l'heure. Donc, on veut d'abord que les perles soient en contact, soient tangentes. Donc, il faut déjà au départ, puisqu'elles reflètent ce qui se passe au niveau d'avant, il faut déjà qu'au départ, les 4 disques ici soient tangents. Donc, en R, Q, P, S. Maintenant, c'est pas tout. Là, c'est exactement ce qu'on veut. Mais là, c'est exactement ce que l'on ne veut pas. D'accord? Il faut que lui aille en P. Donc regardons les images de
RQPS par petit a et petit b. Bah, par exemple, Q, d'accord, bah, il est envoyé sur quoi? Comme c'est par A de Q, il est où? Bah, A de Q, Q c'est le point de tangence de ça et de ça, mais comme ces trois-là, ça va sur ces trois-là, et bien ici, il faut que ça aille là. Donc A de Q, il est ici. De la même manière, A de P est ici. Par contre, A de R et A de S, c'est plus intéressant, parce que A de R et A de S, c'est dans A, petit a, de C grand A. Donc, ça va être sur C petit a. D'accord? Et maintenant, il n'y a rien qu'on peut avoir de plus comme information. Donc, il faut rajouter ça dans les hypothèses. Il faut rajouter que A de R soit là pour que ce cercle-là, ce disque-là, si vous préférez, ait un point de contact. On sait qu'il va avoir un point de contact avec CA, mais il faut qu'il ait un point de contact avec CA là où CB contacte CA. Voilà, ça c'est important. Donc A de R doit être égal à Q, ça va être mon hypothèse. Et de la même manière, vous voyez ici, c'est ce qui n'y est pas, c'est que B de Q doit être égal normalement à P. Sinon, on n'aura jamais de contact. Alors donc, maintenant, on va faire le bilan de ce qu'on veut. Petit a de CA, il faut que ce soit C petit a. Petit b de CB, il faut que ce soit C petit b. D'accord? L'intérieur de CA doit aller à l'extérieur de C petit a. D'accord? Entre parenthèses, d'ailleurs, le pôle de l'homographie, il est là, hein, le pôle de l'homographie, puisque c'est lui qui va aller vers l'infini. Hein, l'homographie petit a a un pôle qui est à l'intérieur de CA, dans le disque. Bon, pareil pour petit b. Et maintenant, il nous faut en plus, si on veut faire un collier, que A de R soit égal à Q, petit b de Q est égal à P, grand A de P est égal à S, et grand B de S est égal à R. Voilà. Et ce qui s'écrit comme ça, juste avec des petits a et des petits b. Voilà donc notre condition. Alors maintenant, on va partir sur cette condition et on va travailler dessus. On va voir qu'on n'est pas encore tout à fait au bout de nos peines. Il va falloir des conditions pour que ce soit joli, ce soit comme ce que dit le texte sacré de l'Inde antique, que tout cet univers se reflète à l'intérieur de ces perles. Alors, regardez, prenons T, l'homographie, petit a, petit b, grand A, grand B. Ce qu'on appelle le commutateur. C'est quelque chose qui vaut l'identité si et seulement si petit a et petit b commutent. Je vous rappelle que grand A c'est A-1 et petit b c'est B-1. Donc c'est le commutateur de A et B. Eh bien, vous voyez que P, lui, il est envoyé par grand B sur Q, puis par grand A, Q sur R, puis par petit b sur S, puis par petit a sur P. Ce qui veut dire qu'on aura fait tout le tour, d'accord? On aura fait du PQRSP, et on sera retombé sur nos pattes, ce qui fait que P est un point fixe de l'homographie T. Alors ça, c'est vraiment intéressant, d'accord? C'est un point fixe du commutateur, ça, il faut le garder en tête, parce que des points fixes, une homographie, elle n'en a que deux, ou une, si on compte l'infini, évidemment, en plus, si on compte l'infini. Donc c'est deux ou une. Et on va essayer de regarder ça de plus près. Alors quand je dis P est fixé par petit a, petit b, grand A, grand B, forcément il est fixé par l'homographie inverse, c'est-à-dire petit b, petit a, grand B, grand A. D'accord? Aussi. Mais chaque point de tangence, par exemple Q, va être fixé par quoi? Et bien, forcément, pareil, vous allez faire le tour de la question, hein, et vous allez tomber sur petit b, grand A, grand B, petit a. D'accord? Voilà, hein, vous faites le tour, et vous voyez que Q va être fixé par ça, et donc aussi par son inverse. Et pour chacun, vous pouvez trouver un commutateur qui le fixe. Voilà. Donc, les points de tangence sont des points fixes pour les commutateurs. J'en profite pour vous
proposer un petit exercice, juste un petit exercice de détente. On suppose qu'on a 4 cercles comme ça qui sont tangents, comme ça, cycliquement, comme c'est sur le dessin. Et il faut montrer que les 4 points de tangence sont sur un cercle. Bon, alors là, c'est moche. Hein. Donc les 4 points ici sont cocycliques. Comment vous faites? Bon, alors j'avais pas prévu de corriger l'exercice parce que là c'est pas le moment, mais bon, j'avais tellement envie de le faire parce que c'est quand même assez joli. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous voyez, c'est typique de ce type de problème analagmatique. Faut envoyer un point à l'infini. Et là, par exemple, bah, évidemment, un point de tangence. Et là, par exemple, Q. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On envoie Q en l'infini par une homographie. Et donc, on se ramène au cas où CB et CA sont deux droites. D'accord? Et puis, tangente, donc de droites parallèles. Voilà, tangente en l'infini. Tangente en l'infini, on avait dit que c'était des droites parallèles. Donc ici, on a nos deux droites parallèles. Et puis ensuite, on va avoir R qui va être un point de tangence de cette droite avec le cercle CA. S qui va être un point de tangence de CA et CB. Donc là, ça c'est CB. Et puis CB qui va être ici tangent en P à cette droite. Et Q, il est en l'infini. D'accord? Donc maintenant, regardez, je prends S ici. Bon, alors d'abord, R, c'est un point de tangence. Donc comme là, ça c'est la tangente au cercle. Ici, j'ai un diamètre. Donc ici, je vais avoir le centre du cercle. J'ai ce cercle-là et S est ici. D'accord? Je mesure S avec un angle ici. Maintenant, comme ces deux cercles sont tangents, puisqu'ils l'étaient là, bah, ici, ils vont partager un diamètre. D'accord? Un diamètre. Ça veut dire que maintenant, d'un autre côté, je regarde P, et puis de la même manière, ce cercle-là, il a pour diamètre ici une droite perpendiculaire à cette droite, donc finalement parallèle à celle-ci. D'accord? Et ici, je vais avoir mon centre, là, ici. Donc, maintenant, si vous regardez bien, je regarde ceci et cela, et comme ces deux droites sont parallèles, puisqu'elles ont une perpendiculaire commune, eh bien, cet angle-là, c'est aussi cet angle-là, parce que là, c'est le même point, hein, ici. Voilà. Donc, maintenant, bah, ça veut dire que cet angle-là, qui est la moitié de celui-là, bah, c'est cet angle-là, qui est la moitié de celui-là. D'accord? Donc ici, on a cet angle-là qui est égal à cet angle-là. Et donc, comme ces deux droites sont parallèles, eh ben, ça veut dire que R, S et P sont alignés. Mais ça signifie que R, S, P et Q sont alignés, puisqu'ils sont sur une même droite, et Q, c'est l'infini. Il est sur toutes les droites. Donc, ça veut dire que R, S, P, Q sont alignés, donc cocycliques, hein, dans notre logique, et par homographie, on va avoir un même cercle ici qui rejoint R, Q, P et S. Voilà. On reprend. On a nos 4 disques tangents cycliquement. Et dans nos hypothèses, on a dû ajouter qu'il y a quelque chose de cyclique ici. Hein. On a R, Q, c'est les points de tangence, P, ici S. Il faut que A de R soit égal à Q, B de Q soit égal à P, grand A de P soit égal à S, c'est-à-dire petit a de S est égal à P, et puis à la fin, petit b de R est égal à S. Ce qui va donner que P est un point fixe pour ce commutateur qu'on a appelé grand T. Bon, ça c'est intéressant. Je vous l'ai dit parce que des points fixes, il n'y en a pas beaucoup. Maintenant, on va préciser encore cette histoire de points fixes. Regardez, hein, on va zoomer un petit peu sur ce point P. Et ici, voilà CA. Voilà ici, d'accord? Donc ça, ces trois-là, c'est exactement ces trois-là, d'accord? Avec lui
qui représente en fait l'image de CB dans A, donc qu'on appelle CAB. D'accord? Celui-ci, ça c'est CAB. D'accord? Ou DAB. Bon, selon si c'est le cercle ou le disque. Alors, maintenant, faisons un zoom là-dessus, et maintenant, ça y est, on a assuré avec tout ça qu'il est tangent ici en P. Maintenant, continuons. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Qu'est-ce qui se reflète à l'intérieur? Parce que toutes les perles se reflètent les unes dans les autres. Eh bien, regardons du coup dans CB, d'accord, A de l'image par A de ces deux points. C'est quoi? L'image par petit a hein, de ces deux points. Bah, ce point-là, d'accord, il va s'envoyer là, ici, sur cette tangence, hein, puisque, d'accord, ces trois-là se sont retrouvés là, donc lui se retrouve là, et donc ce point qui va être forcément l'image de P. D'ailleurs, on le sait, A de S égale P. Donc ça veut dire que l'image de lui, d'accord, qui est incluse dans l'image de lui, par A, par petit a, va se retrouver inclus dans cette image, donc va se retrouver ici. D'accord? Donc ça, quand ça va aller là, ça va aller là. Donc on va avoir, donc ça, je reproduis CA, ensuite là, je reproduis CAB, et là, ici, j'ai celui-ci, qui était en fait petit b grand A, d'accord? Et donc, c'est CABA. Et ensuite, dedans, bien sûr, CAB, grand A, grand B, c'est-à-dire T. Voilà. Et là, on voit que, alors maintenant, on va sauter des étapes, d'accord? Donc, à chaque fois qu'on a un nouveau cercle autour de P, c'est qu'on est passé par tout le tour, en fait. Vous voyez, vous avez un effet miroir circulaire. Et donc, maintenant, je l'ai appelé T. Donc, maintenant, je vais regarder tous les T, parce que T, je sais qu'il fixe P. Les autres ne fixent pas. Hein. C'est T qui fixe P, évidemment, on l'a vu ici. Alors là, on a P qui semble être non seulement un point fixe, mais vous voyez dans la dynamique, on regarde CT, CT2, après CT3, etc. On voit que P, c'est un point fixe, mais un point fixe attractif. Voilà. Donc, P est un point fixe attractif pour T. Alors ça, c'est important, d'accord? Parce que c'est une précision, hein, quand même. Mais il y a encore mieux, il y a encore beaucoup, beaucoup plus fort qui va élaguer, en fait, la situation. C'est que si on regarde de l'autre côté, au lieu de regarder ce qui se passe à l'intérieur de celui-ci, on regarde ce qui se passe à l'intérieur de celui-ci, eh bien, on va avoir la même dynamique, mais pour T-1. C'est-à-dire, on est dans C, ça c'est CBA, à l'intérieur, on va avoir CBA grand B, etc., etc., à l'intérieur, et là, on va avoir C, alors bon, je ne le dessine pas parce qu'il est trop petit, mais l'équivalent ici, c'est CBA grand B grand A, qui est égal à T-1. Et donc, là, je l'avais dit à un moment, mais quand même, on a fait un choix un peu inconscient, mais j'ai dit qu'on allait en reparler. C'était d'avoir dit, ces trois-là vont se retrouver là-dedans, dans le même ordre, ici. Et du coup, ça a transformé nos dessins, et on se retrouve dans cette situation, mais on a fait une hypothèse inconsciente. Voilà. Alors, cette hypothèse, elle fait quoi? D'abord, elle fait qu'on a un très joli dessin, c'est exactement ce qu'on veut des perles d'Indra. C'est-à-dire qu'on ne voudrait pas que P soit attractif d'un côté, pour T, et répulsif pour T-1. Parce que ça reflèterait pas, ce serait pas joli. Donc, on veut que P soit attractif des deux côtés. Et en fait, c'est pour ça qu'au départ, on a fait ce choix ici, mais ce choix, maintenant, on va devoir le payer. Et on va le payer combien? On va le payer avec une hypothèse
supplémentaires. Et là, on arrive à la dernière hypothèse. Après, ça va être juste des résultats. Ça y est, on va pouvoir poser les conditions mathématiques de notre collier d'Indra. Là, on est amené à étudier l'attractivité d'un point fixe d'une homographie. Ça veut dire quoi l'attractivité? C'est-à-dire, est-ce que quand on est dans un voisinage de ce point fixe, est-ce que le fait d'itérer cette homographie va nous faire aller vers le point fixe ou va nous repousser du point fixe? Alors évidemment, comme les homographies s'écrivent matriciellement, eh bien, les homographies à conjugaison près, par des homographies, vont s'écrire aussi matriciellement. Hein. C'est une représentation matricielle. Et donc, on peut regarder toutes les choses à conjugaison près, d'accord? Et bon, les points attractifs ne vont pas être les mêmes, mais bon, l'étude va être la même. Ici, ABCD, donc on rappelle qu'ABCD, c'est une matrice juste inversible, à coefficient complexe, va être semblable soit diagonalisable, une matrice comme ceci, soit une matrice où c'est pas diagonalisable, soit c'est diagonalisable, soit c'est pas diagonalisable. Et dans ce cas-là, ça veut dire qu'il y a une racine double, et ici, vous pouvez mettre un 1. Ça, vous savez ça très bien. Ça veut dire qu'au niveau des homographies, Z va s'écrire alpha Z sur bêta. Bon, alors comme c'est inversible, alpha et bêta hein, sont non nuls. Donc de la forme KZ avec un K complexe, hein, c'est alpha sur bêta. Soit alors alpha Z plus 1 sur alpha. Et donc c'est Z plus 1 sur alpha. Voilà. Alors ici on a donc une dynamique géométrique et ici on a une dynamique arithmétique, de suite arithmétique. D'accord ? Alors maintenant, quels sont les points fixes? Pour comprendre les points fixes évidemment de ça, il suffit de comprendre les choses à conjugaison près. Alors, j'ai fait un petit tableau, voilà tous les cas possibles. Soit alors on est dans le cas KZ, mais avec K de module strictement supérieur à 1. Dans ce cas-là, les points fixes de KZ, c'est quoi? Les points fixes de KZ, de toute façon, c'est 0, qui est fixe, et l'infini. Donc on a 0, l'infini. 0, qui est répulsif, donc on l'appelle fixe moins, puisqu'il est répulsif. Quand on multiplie un élément par K un certain nombre de fois, on voit bien que la dynamique autour de 0, elle est plutôt dans l'autre sens. Ici, l'infini, par contre, est attractif. Si on est dans le cas KZ avec le module de K égale 1, là, autour de 0, qu'est-ce qu'on fait? On tourne en rond. On tourne en rond, merde, on tourne en rond, merde, on tourne en rond, merde, on tourne en rond. Donc ici, on n'a ni de l'attractivité, ni de la répulsivité, c'est juste on est neutre. Maintenant, quand on a KZ avec module de K strictement inférieur à 1, cette fois-ci, c'est 0 qui est point fixe attractif, et l'infini qui est point fixe répulsif, évidemment, la dynamique est dans l'autre sens. Bon, alors maintenant on va regarder Z plus 1 sur alpha. Et ici, l'équation Z plus 1 sur alpha égale Z n'a pas de solution dans C, mais par contre, dans C chapeau, ça a une solution, c'est l'infini. Donc le point fixe, c'est l'infini ici. Et c'est un point fixe attractif. De toute façon, quand vous ajoutez 1 sur alpha un certain nombre de fois, vous ajoutez un nombre non nul, vous allez aller vers l'infini de façon inévitable. Bon. Et donc, là, on a un seul point fixe double si on veut, par rapport à ces deux-là, et il est attractif. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit qu'on voulait que T ait pour point fixe P, et que T-1 ait pour point fixe P aussi, bien sûr, ça c'est équivalent, mais que des deux côtés ce soit attractif. Et regardez, là quand vous prenez l'inverse, alors l'inverse est compatible avec la conjugaison, la conjugaison de l'inverse, c'est l'inverse de la conjugaison, donc on est toujours dans notre logique de regarder les choses à conjugaison près. Donc ici, regardez, là quand vous avez normalement un point qui est attractif, comme l'infini ici, quand on inverse, quand on inverse l'application, la bijection, ça devient Z donne 1 sur KZ, donc le module devient plus petit que 1 ici, et le point qui était ici attractif devient répulsif, et inversement. Donc normalement, ça n'existe pas. La seule façon d'avoir un point fixe attractif pour une homographie T
est attractif pour l'homographie T-1, c'est celle-ci. Ce qu'on appelle le cas parabolique. Alors, on peut récapituler maintenant les hypothèses. Maintenant, ça va se stabiliser au niveau des hypothèses. Regardez, donc on veut que ces trois cercles soient tangents cycliquement, que petit a envoie ses grands A dans ses petits a, B ses grands B dans ses petits b, l'intérieur vers l'extérieur, donc l'extérieur forcément vers l'intérieur, pour petit a et pour petit b. La relation cyclique aussi que A et B vont se renvoyer, vont faire du ping-pong avec les points de tangence, un ping-pong à 4 comme ça, mais aussi que ce qu'on a appelé la transformation T, AB, petit a, petit b, grand B, doit être parabolique. C'est-à-dire, finalement, une racine double dans le polynôme caractéristique, c'est-à-dire que le discriminant du polynôme caractéristique est nul. Alors, vous allez me dire, oui, mais pour les autres, bah oui, pour les autres, c'est pareil. Parce qu'à partir du moment où AB, grand AB, est parabolique, bah, le discriminant de son polynôme caractéristique, bon, bah, les autres vont être conjugués de toute façon. Hein. Si vous prenez par exemple grand B, petit a, petit b, grand A, et ben, c'est B-1 de TB. Donc ça c'est facile à voir. Donc comme ils sont conjugués, eh ben, ça va rester parabolique, parce que le polynôme caractéristique va rester le même. Donc en fait, il suffit d'en demander un parabolique, et les autres, systématiquement, vont l'être aussi. Bon, donc maintenant, ça y est, on a stabilisé nos hypothèses, et on va voir quelque chose d'un peu plus caractérisant, plus facile à caractériser, d'accord? Et allons-y. D'abord, A, grand B est parabolique. Bon, bah, on va faire un petit calcul, quoi. C'est si et seulement si, bah, la trace au carré de AB, grand AB, est égale à 4. Ben oui, ça c'est facile à voir, hein, la preuve. Étant donné que le déterminant, c'est 1, ben oui, puisque A et grand A sont inverses, B et grand B sont inverses, donc ça fait 1. Le polynôme caractéristique de T, hein, ce que j'appelle T, c'est le commutateur, c'est égal à x2 moins T grand X plus 1. D'accord? Où T, c'est la trace. D'accord? Voilà. Mais le discriminant de ça, c'est T2 moins 4. Donc, bah, on veut que ce soit parabolique, donc on veut que delta de qui soit égal à 0. Donc ça fait T2 égale 4. Mais maintenant, mieux, il y a une proposition, parce que, en fait, bon, voilà, quoi, en général, un commutateur, s'il est parabolique, alors il doit vérifier ça. Mais un commutateur dans cette situation-là, là, ici, bah, va faire que AB, grand AB, est parabolique si et seulement si la trace du commutateur est égale à moins 2. Donc il y a uniquement moins 2 qui va être possible. On va voir que la trace du commutateur égale 2 est une chose impossible avec ces hypothèses. Alors, on va montrer par l'absurde que ça, c'est pas possible, avec les hypothèses qu'on a faites sur A et B. Donc on ne peut pas avoir la trace de T, hein, ce qu'on appelait T, le commutateur, hein, égal à 2. Donc il pourra être qu'égal à moins 2. Hein. Je vais commencer par faire une petite remarque, parce que ça, c'est un piège classique. On pourrait se dire, mais attends, on peut prendre une homographie, hein, elle n'a pas de trace, parce que sa représentation matricielle, elle est définie à un scalaire multiplicatif près. Alors là, c'est oui. Mais là, ce n'est pas n'importe quelle homographie, c'est un commutateur. Donc si vous remplacez A par lambda A et B par mu B, eh ben, le fait que ça soit l'inverse et ça c'est l'inverse, ça va rien changer à lui. Donc vous ne pouvez pas le normaliser. Ça reste tout de même le même commutateur, quelle que soit la représentation de petit a et petit b. Donc ça c'est déjà important, parce qu'au départ on se dit trace de 2 ou trace de moins 2, c'est la même chose. Eh bien non, pas pour un commutateur. Voilà. Donc, on conjugue hein, petit a et petit b, et quitte à conjuguer, on peut toujours se ramener au cas où petit a, c'est une matrice soit, ben on a vu, hein, diagonalisable, soit trigonalisable, comme ceci. D'accord ? Voilà. On peut toujours se ramener à ça.
Et maintenant, là, B, par contre, c'est une matrice quelconque. Hein, on va la supposer de déterminant 1. Hein, voilà, comme ça, c'est bien. Donc, dans le premier cas, quand on va faire le calcul A, B, A-1, B-1, ça simplifie et on tombe sur trace de T égale 2 moins bêta gamma, facteur de K-1 carré sur K. Bon, vous pouvez faire le calcul, voilà. Donc, ce qui fait que le fait que la trace soit égale à 2, ça va faire que ça, c'est égal à 0. Donc, soit bêta égale 0. Alors, si bêta égale 0, vous voyez que en tant qu'homographie, A et B vont tous les deux avoir le même point fixe, c'est l'infini. D'accord ? Si gamma égale 0, là ici, vous avez gamma égale 0, et vous regardez les homographies, il va y avoir le même point fixe, c'est 0. Et si k égale 1, là, il n'y a rien du tout, quoi. Là, il n'y a que des points fixes, donc on oublie. Donc, ça veut dire que A et B partagent un point fixe. Alors maintenant, on regarde le deuxième cas, et là, on va tomber sur la trace de T égale 2 plus alpha 2, bêta 2. Bon, c'est un peu de calcul, c'est un minimum de calcul. Et donc, soit alpha égale 0, soit bêta égale 0, et toujours pareil, A et B vont avoir un point fixe commun. Le fait d'avoir un point fixe commun, c'est stable par conjugaison, hein, donc on va avoir évidemment un point fixe commun entre A et B. Et ça, c'est pas possible, parce qu'on a vu que T, il avait un unique point fixe P, donc le point fixe commun de A et B, qui est plus forcément infini, hein, parce que là maintenant, l'infini, on l'a trimballé avec cette histoire de conjugaison, et si on appelle, on va dire, Q, le point fixe commun, A de Q, c'est Q, B de Q, c'est Q, donc T de Q égale Q, et comme P est l'unique point fixe de T, ça fait que T égale P. Donc ça veut dire que A de P égale P, B de P égale P, et ouais, mais c'est pas possible, parce que c'est en contradiction avec les hypothèses qu'on avait fait sur A et B. Voilà. Hein, donc on avait une cyclicité dans l'assignation des points de tangence. Voilà. Donc maintenant, on a trouvé l'absurde, hein, et la trace ne peut pas être égale à 2, ce qui va faire que la trace est égale à moins 2 automatiquement. Alors ça, c'est facile, donc finalement, on n'a qu'à se donner petit a, petit b, et puis vérifier ce truc-là. Et il y a encore quelque chose de plus facile, c'est l'identité de Markov, que j'ai découvert dans le livre, là. C'est une identité qui dit, si... Alors, on va supposer qu'on a deux matrices de 2 complexes de déterminant 1. Alors, on a cette identité que la trace du commutateur, c'est égal à la trace de A carré, plus la trace de B carré, plus la trace de AB carré, moins trace de A, trace de B, trace de AB, moins 2. D'accord ? Alors, bon, la preuve, c'est assez facile. D'ailleurs, je me rappelle que dans un problème d'agrég interne, il y avait ça. C'est un truc qui m'est resté, mais je ne saurais pas le retrouver. Cette formule, c'est la grand-mère de toutes les formules de traces, hein, en dimension 2. Si vous prenez M de déterminant 1, d'accord, une matrice M de 2, hein, de déterminant 1, donc vous appliquez Cayley Hamilton, quelle horreur, j'ai mis 1, alors que c'est identité, voilà. M2 moins trace de M, grand M, est égal à plus identité égale à 0, bon, ok. Maintenant, je vais multiplier par M moins 1 à droite et par N à droite. Donc ça fait Mn moins trace de M, N, plus M moins 1, N, égale 0. Maintenant, je vais prendre la trace, et ça fait trace de Mn plus trace de M moins 1, N, est égal, je passe de l'autre côté, trace de M, trace de N. Voilà. Donc ça, c'est... Avec ça, en matrice de 2, on a toutes les formules de traces qu'on veut, par récurrence, vous voyez. Et ici, l'identité de Markov, alors bien sûr, vous pouvez le démontrer sauvagement, hein, mais plus subtilement, avec cette formule, à chaque fois que vous avez ici A, B, A, ici c'est grand B, bien sûr, voilà, c'est le commutateur, hein, de toute façon, voilà. À chaque fois que vous avez
là un produit. Donc vous commencez par remplacer ça, cette trace, vous remplacez petit a par a-1. Donc ça va faire grand A. Et donc ensuite vous allez continuer, vous allez réappliquer la formule plusieurs fois, et vous prenez une large feuille, et puis vous descendez, vous allez voir, c'est assez agréable, hein, je ne vous gâche pas le plaisir, et vous montrez cette formule, à la fin vous avez ça. Hein, vous simplifiez au fur et à mesure. Évidemment, vous utilisez le fait que la trace et vérifie trace de AB égale trace de BA, voilà, l'invariance par conjugaison, etc. Et vous allez avoir, et avec cette formule, que vous utilisez successivement, au moins 3-4 fois, à mon avis, et puis ça simplifie, et on tombe sur ça. Avec vraiment le 2 qui vient de la trace de l'identité, hein, évidemment, puisqu'on a des matrices de 2. Voilà, donc maintenant, regardez, c'est simple, c'est-à-dire que nos histoires de parabolicité, je ne sais pas si ça se dit, le fait que t soit parabolique et du coup que tout, ça va se montrer vraiment très facilement avec des calculs complètement bateaux, puisqu'il suffit que la trace ici soit égale à -2, ça veut dire qu'on arrive à trace de A, trace de B et trace de AB doivent vérifier l'équation x2 plus y2 plus z2 moins x, yz égale 0. Et ça, c'est une équation qu'on rencontre souvent en mathématiques, aussi dans les équations diophantiennes. Voilà, c'est tout simple. Ça y est, maintenant, on a tous les outils de calcul pour mettre en place ce qu'il faut, et puis ensuite pour pouvoir faire des dessins, et déjà faire des calculs dans des cas simples, et puis ensuite, dans les cas compliqués, utiliser la machine et utiliser le programme. Alors, on va continuer sur le collier d'Indra. Là, maintenant, on en est à un stade où on a défini des règles, un petit peu géométriques, mais aussi pas mal algébriques, pour construire ces colliers, et on va pouvoir maintenant jouer avec les paramètres. Et ça, c'est ce que j'adore en maths, quoi. C'est le jardin des délices. Donc, allons-y, on va partir de la règle, c'est-à-dire on part de cercles. Bon, là, c'est des cercles et droites, donc je prends vraiment le plus simple possible de sorte à ce que ce soit tangent, puisqu'il faut que ce soit tangent. On prend Q égale -1, on prend donc cet axe perpendiculaire, ça c'est l'axe des réels, hein, on est dans le plan complexe. On prend ce cercle qui prend son diamètre sur la droite réelle, entre -1 et 0, l'autre cercle symétrique entre 0 et 1, et là on prend la droite y égale 1, voilà. Ce qui fait qu'on a des points de tangence Q égale -1, R égale 0, S égale 1, et comme on a le parallélisme ici, P égale l'infini, on va dire que C petit a c'est ça, c'est grand B, c'est grand A, c'est grand B, c'est petit b, et on veut que A de R égale Q, donc A de 0 est égal à -1, donc déjà ça veut dire que le rapport ici doit être égal à -1, ensuite A de S égale P, donc A de 1 égale infini, donc ça veut dire qu'il y a un pôle en 1, donc ici je vais mettre -z plus 1, et ici je mets -1, voilà. Et donc maintenant j'ai un degré de liberté, c'est ça mon jeu avec les paramètres, c'est ça mon degré de liberté. Pareil, B de Z, je veux que B de R soit égal à S, B de Q soit égal à P, et j'ai bêta Z plus 1 sur Z plus 1 avec un paramètre bêta. Maintenant, je veux que ces cercles s'envoient l'un dans l'autre. Bon, oui, ça va s'envoyer l'un dans l'autre parce que je vais prendre alpha et bêta réels. Donc ça veut dire que un cercle de diamètre sur la droite réelle va être envoyé sur un cercle de diamètre sur la droite réelle, ça on l'a déjà vu, c'est facile à voir avec la barre invariance. Donc avec l'image de 2 points bien choisie, on voit bien que le cercle est envoyé sur l'autre cercle, donc ça va vérifier les axiomes. Alors ensuite, il faut que l'intérieur de l'un aille vers l'extérieur de l'autre, donc par exemple 1,5, vous voyez, qui est ici,
entre 0 et 1, doit être envoyé par petit a, mais à l'extérieur de CA. Donc ici, sur cette partie-là. Donc quand on va prendre 1,5, on fait alpha de 1,5, ben, on trouve alpha moins 2, donc il faut que ce soit supérieur à moins 1. Et pareil, B de moins 1,5 doit être inférieur à 1. D'accord, pour que CB aille à l'extérieur, l'intérieur de CB aille à l'extérieur de CB. Donc ici, ça fait qu'on va prendre alpha supérieur à 1 et bêta aussi supérieur à 1. Voilà, donc des petites choses. Et là, ça y est, on a réglé toutes nos histoires. Maintenant, non, pas tout à fait. Vous avez vu qu'il faut trace de A carré plus trace de B carré plus trace de AB carré égale ceci, trace de A, trace de B, trace de AB. Donc c'est l'identité des traces de Markov. On calcule ça, hein, on calcule avec les traces, avec AB, hein, donc les matrices alpha, moins 1, moins 1, 1, ici bêta, 1, 1. Et quand on a ça, on a une belle simplification. Et ça exige que alpha soit égal à bêta. Voilà. Donc, bon, on y va. Alors, on peut le faire aussi, c'est assez simple pour le faire aussi directement. Et quand alpha égale bêta, d'ailleurs, AB, grand A, grand B, égale cette matrice-là, qui est clairement parabolique. Bon, alors, ça c'est juste pour le signaler, hein, c'est une vérification. Alors maintenant, si on n'a pas envie d'avoir des droites, eh ben, on conjugue ici par cette matrice-là. Donc on va tout conjuguer par cette matrice-là, donc ça va nous donner une homographie, hein, qui va envoyer ces 4 cercles-là sur ces 4 cercles-là. D'accord ? Donc ça veut dire que ici, on va avoir C petit a, C petit b, C grand A, C grand B. Voilà les points P, Q, R, S. Alors vous voyez ici, en fait, cette homographie, bon, c'est un peu inspiré de ce qu'on appelle la transformation de Cayley. Hein. Donc ça envoie la droite réelle sur le cercle unité. C'est vraiment la transformation qu'il faut bien connaître. On va les normaliser, hein, là, évidemment. Il y en a des plus simples, hein, des transformations. Mais là, je voulais que les cercles soient sur les axes OX, OY. Voilà. Parce que sinon, ça aurait été plus simple si on avait tourné ça d'un quart de tour. Alors, voilà donc la figure une fois qu'on a normalisé. Maintenant, les transformations A et B, une fois qu'on a conjugué par ça, ça donne cette formule. Alors, je vous rappelle que alpha est égal à bêta à cause des contraintes. Ça y est, on a nos contraintes. Et là, maintenant, on va pouvoir jouer sur ce paramètre avec alpha strictement supérieur à 1. Alors, j'ai mis A avec un des plus et B avec des moins. Voilà, on a ça. On peut s'amuser à construire notre collier de perles. Voilà, donc on déclare les jeux ouverts. On va pouvoir jouer avec les paramètres et se faire un peu plaisir. Donc là, on a alpha égale 3. On voit nos 4 cercles avec notre collier. Et on voit que les cercles s'accumulent. Il y a des points qu'on appelle points limites. Donc plus le trait est appuyé, ça veut dire que le mot est devenu tellement grand, hein, on est parti tellement loin dans le graphe de Cayley que ça a créé ces points. Alors ici, on a ces points limites P, Q, R, S, T, mais évidemment, ils se reflètent aussi dans les autres, évidemment en plus petits. Et ici, on va avoir une courbe fractale. Bon, c'est juste un cercle pour l'instant, mais avec une structure quand même fractale de points d'accumulation. Hein, donc ça, c'est assez joli. Alors après, on change, et là, on change le paramètre alpha, et on voit qu'on n'a plus un cercle. Vous voyez que, bon, cette courbe qu'on appelle la poussière fractale va être à l'image, en quelque sorte, de ce quinconce dans lequel se placent les 3 perles à l'intérieur d'un disque, de chaque disque d'ailleurs, et ça nous donne encore, alors on a encore les points d'accumulation, et puis ces points qui se reflètent, et tout ça qui devient une espèce de poussière cosmique de l'univers, du collier d'Indra,
d'un nombre infini de reflets, aussi grand en tout cas, qu'est la longueur du mot qu'on a utilisé pour créer ce point. Alors on voit à la fois le collier et toutes ces images. Alors là, c'est plus avec la même paramétrisation, mais c'est une paramétrisation encore déformée, avec un autre paramètre. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont utilisé ce code des couleurs qui voit les niveaux, c'est-à-dire la longueur des mots. On a orange quand on a une longueur 1, et ce orangé quand on a une longueur 2, etc. Et après, on voit qu'on arrive vers un jaune, vers un bleu. On atteint ces points d'accumulation. C'est très très joli. Et au final, on va s'intéresser que dans cette poussière fractale, quoi. Ce qu'on appelle les points limites, ce qui correspond à ce qui se passe quand le mot a une longueur qui tend vers l'infini. Ces points limites. Regardez bien cette courbe-là, comme elle est à l'image du collier initial. Alors, c'est maintenant que ça décoiffe. Donc, on va jouer avec les paramètres, mais pour jouer avec les paramètres, il va falloir s'abstraire de la géométrie, laisser tomber les cercles et ne garder que les transformations A et B. Donc, ce qui nous intéresse dans cette histoire, ce sont les points limites qu'on a vu tout à l'heure. Et ces points limites peuvent se dispenser des cercles de départ, CA, CB, etc. Pourquoi? Parce que on va prendre un point, un point qui est suffisamment loin de tous ces cercles. Donc on enlève les disques, d'accord? On enlève les disques et on va chercher un point, d'accord, à l'extérieur du disque, ce qu'ils appellent le fromage, parce qu'ils pensent à un gruyère. Donc cet ensemble F comme fromage, on va chercher un point là-dessus et on va itérer, on va prendre un mot très long, avec des petits A et des petits B, des grands A, des grands B, un mot admissible, et on va appliquer à ce point ce mot, avec un mot assez long. Et si on doit bien regarder, au bout d'un moment, de toute façon, immédiatement, il va se retrouver dans un des disques, le point, et puis ensuite, il va se retrouver dans des disques de plus en plus petits. Ça, c'est une formule qui donne sur le rayon de l'image d'un cercle. Et on se rend compte que si on a pris un point suffisamment loin du pôle de l'homographie, mais le pôle de toute façon il est circonscrit, d'accord, le pôle de petit a, il est dans le disque des grands A, d'accord, ça c'est clair par définition. Donc quand on prend un point qui est dans le fromage, il va se retrouver loin du pôle, et à chaque fois, par récurrence, il va toujours se retrouver assez loin du pôle. C'est pour ça qu'on a pris des mots admissibles. Et en fait, le rayon, on voit qu'il va diminuer de façon, selon une suite qui est bornée par une suite géométrique de raison strictement inférieure à 1. Donc les cercles, c'est ce qu'on a vu. Les disques dans lesquels se trouve un point, ça va être de plus en plus petit. Et quand le mot est assez long, ça va nous faire un point. D'accord ? Alors ça dépend de notre rétine, de ce qu'on est capable de distinguer comme point, mais ce n'est pas la peine de prendre un mot infini. Un mot assez long va suffire pour créer un point. Et si vous prenez un autre point de départ, étant donné qu'ils étaient tous les deux dans le fromage, donc l'extérieur de ces disques, ils vont se retrouver tous les deux très très proches à la fin, à cause de cette suite bornée par une suite géométrique, qui tend très rapidement vers 0. Donc ils se retrouvent très très proches, et notre œil ne va pas faire la différence. Donc on prend n'importe quel point, assez loin, et là, on va se retrouver avec un point. Donc on va assigner à un mot admissible un point. Et l'ensemble de ces points
qu'on va créer, bah, ça va nous donner cette courbe fractale, d'accord, qu'on a vu un peu tout à l'heure. Mais vous voyez bien que là maintenant, on peut s'abstraire des cercles de départ. Il suffit de se donner A et B, de donner des règles sur A et B. Alors bien sûr, on est étonné, on se dit, mais attendez, il y avait des règles et là maintenant, il n'y a plus de règles. Et ils disent, voilà, ok, mais comment ça marche? C'était rassurant, là, ce rétrécissement, ces petits disques, mais là en l'absence de ces cercles, on risque de se retrouver dans le chaos. The code is more what you'd call guidelines than actual rules. Welcome aboard the Black Pearl, Miss Turner. Ça, c'est des idées de Thurston dans les années 80. Ben oui, mais il y a une question qu'il faudrait se poser. Quand on a construit A et B, on a construit une machine. Et les ingénieurs, par exemple, qui font le design d'une voiture de sport, est-ce que vous pensez que d'abord, ils testent la voiture, d'abord ils font du 5 km/h, ensuite du 10 km/h, ensuite du 20 km/h, etc. Non, ils la poussent à fond. Et bien, notre machine, c'est exactement ce qu'on va faire. Donc là, voilà quoi. Le champ des possibles, et on va le parcourir. Let's go wild. On va explorer les choses. Alors ça veut dire quoi? On va explorer les choses, on va construire des fractales à partir de deux transformations A et B, petit a, petit b, qui vont vérifier la formule des traces de Markov. D'accord? Et puis ensuite, on va faire des expériences, allez, et puis on va obtenir, on va créer des mots avec ces A et B, on va chercher l'image d'un point assez loin des pôles, et puis ce point va créer une assignation entre des mots et des points d'un fractal, et on va voir cette magnifique poussière fractale se dessiner. Ça va nous faire des dessins qu'on peut colorer en fonction de la taille du mot, etc. Voilà. Après, eh ben, c'est pas tout, quoi, parce que il y a des problèmes de comment on va trouver petit a, petit b. Et puis après, il y a des problèmes purement techniques du dessin, où là, il y a une astuce avec ce qu'ils appellent le code DFS. Donc ça, j'ai pas trop compris le code DFS, mais ça, c'est un problème de programmation pour éviter des petites moisissures dans le dessin, d'après ce que j'ai compris. Voilà, alors maintenant, on va regarder quelques possibilités pour petit a et petit b. Voilà, donc maintenant, on embarque sur le Black Pearl. Il n'y a plus de règles. En fait, on ne garde que les règles algébriques et on balance les règles géométriques. Voilà, comme ça nous permet de faire du calcul, et comme ils disent, j'adore cette phrase, "The problem with this approach is that it is just too time consuming to set up the circles and maps which pair them. Free-spirited play shouldn't be ruined by too much preparation." Voilà, donc ça prend trop de temps de gérer à la fois les cercles et puis les applications qui les envoient les unes dans les autres. Et les jeux d'un esprit libre ne devraient pas se gaspiller avec autant de préparation. Donc, welcome aboard. Donc, voilà les nouvelles règles. On va fixer TA, TB dans C. On veut l'identité des traces de Markov. Donc on veut on construit TAB, T indice AB, qui va être une des deux racines, a priori 2, de x2 moins TATBx plus TA carré plus TB carré. Ce qui va faire qu'on aura TA carré plus TB carré plus TAB carré moins TATB TAB égale 0.
Voilà, donc c'est ça qu'il nous faut. Et maintenant, on veut une matrice A qui a pour trace TA, une matrice B qui a pour trace TB, et de sorte à ce que AB a pour trace TAB. Voilà. Donc ça, c'est une grosse équation. Et après, on en trouve des solutions. Voilà. Alors, en voilà une. Alors, A n'est pas présenté, parce qu'il est un peu compliqué. Mais par contre, voilà AB. D'accord? Il y a un paramètre Z0, d'accord, qui vient intervenir. Et B. Donc A, ben, évidemment, hein, on fait AB fois l'inverse de B pour l'obtenir. Mais là, c'est un petit peu compliqué. Donc vous voyez, B est particulièrement simple, hein, c'est TB moins 2i sur 2, TB sur 2, TB sur 2, TB plus 2i sur 2. Donc il a bien pour trace TB. Là, ça a bien pour trace TAB. D'accord. Et Z0, bon, c'est ce truc-là, TAB moins 2, TB sur TAB fois TB moins 2TA plus 2i TAB. Voilà. Et bien, avec ça, qu'est-ce qu'on fait? Donc on prend un point assez loin des pôles de A et de B. Et ensuite, donc on prend ce point, on construit des mots W, donc on prend ce point qu'on va appeler X, on construit des mots W avec petit a, petit b, petit a moins 1, petit b moins 1, ou grand A, grand B si vous préférez, des mots admissibles, assez longs, et là, on regarde W de X et on crée un point. Après, on se balade sur le graphe de Cayley, et en se baladant sur le graphe de Cayley assez loin, hein, d'accord, avec des mots assez grands, eh ben, on crée autant de points pour créer notre poussière fractale. Voilà, c'est une poussière fractale qu'on obtient. Alors, sachant que si on a Y, un point qui est proche de X, alors forcément, W de X va être proche de W de Y, à cause de ce problème de rayons, de cercles qui forment une suite géométrique dans la dynamique des transformations. Voilà. Alors, bien sûr, parce qu'on a pris ces objets assez loin et que par récurrence, ils vont se retrouver dans des endroits assez loin. On ne vérifie même pas ce truc-là. On est dans des mathématiques plus pragmatiques où on se dit, ben, il y a un domaine, on faisait attention à tout ce qu'on faisait, et là maintenant, ben, voilà, c'est ça, on prend notre Ferrari et puis on la pousse à fond et on se fiche des limites de vitesse. Voilà, c'est une façon de faire. C'est une façon de faire, c'est drôle. Donc voilà, c'est ce qu'on avait obtenu tout à l'heure, c'est ce qui se passe quand on prend TA égale TB égale 3. Là, on change un peu les paramètres, vous voyez, on change les curseurs. On a 2,7, regardez ce que ça donne. Là, ici, avec 2,2 pour TA encore égal à TB. Et là, ce qui est étonnant, c'est quand on prend égal 2, et là, on tombe sur un objet d'Apollonius qui s'appelle la baderne d'Apollonius. Voilà la baderne d'Apollonius avec les 4 cercles tangents. Là, cette fois-ci, il est possible de trouver des cercles tangents. Bon, même si un cercle, c'est une droite, hein, évidemment. Petit a, petit b, grand B, et puis tous les points de tangence. Donc on voit un petit peu là ce qui se passe sur ce très joli dessin. Et voilà, toujours la baderne d'Apollonius, avec, on voit les cercles tangents, hein. En fait on voit les disques, donc c'est en orange, en noir, ben c'est ce qui se passe quand on a enlevé les disques, c'est ce qu'on appelle le fromage. Ensuite, ben les points limites, on le voit avec les codes de couleurs, hein. Quand il y a des accumulations, ça va du orangé au jaune, au bleu. Voilà, et puis on voit aussi les colliers au niveau 1, au niveau 2, on voit un petit peu tout ce dessin, je le trouve vraiment superbe. Alors la baderne d'Apollonius part de 3 cercles tangents, hein. À partir de 3 cercles, on arrive à construire 2 cercles tangents à ces 3 cercles, et à chaque fois qu'on voit un triangle de cercles, eh ben, on construit un cercle tangent à l'intérieur, et ça nous permet de créer un fractal.
Et il peut être intéressant de savoir que les rayons de ces cercles sont donnés par une formule qu'on appelle formule de Descartes. Alors, il y a aussi la méthode de Jorgensen. Alors, celle-là est plus simple, beaucoup plus simple. On prend A égale, donc c'est là, on voit A qui est très joli, hein, TA moins TB sur TAB, TA sur TAB, TB sur TAB, donc la trace c'est bien TA, et B, c'est un truc analogue, sauf qu'il y a des moins là, ici. Et pareil, on fait la même chose, on vérifie que quand on va faire AB, on va bien avoir comme trace TAB, hein, c'est calculé pour. Voilà le genre de fractal qu'on peut obtenir et la version colorisée qui va avec. Voilà, donc c'est un livre passionnant, hein, ahurissant, étourdissant, avec des dessins magnifiques, des tas de raisonnements, et on ne regrette pas le confinement.